Amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et c'est bien sûr l'heure de votre émission 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses et commentaires des acteurs de ces différentes disciplines. Au sommaire de 7 Sports aujourd'hui, nous parlerons du championnat national de football de première division au Gabon qui était à sa 11e journée. Il sera également question de la Ligue des champions européenne avec cette finale qui se jouera le 6 juin prochain à Berlin entre la formation de la Juventus de Turin et celle du Barça. Et également dans cette émission, nous parlerons de handball, ce qui est bien sûr l'activité brûlante actuellement avec la 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball. Et bien sûr, ce coup d'envoi qui a été donné la semaine dernière par le ministre de la Jeunesse et des Sports du Gabon, mais également du président de la Confédération africaine de handball. Et sur ce plateau, pour en débattre et pour parler, nous avons bien sûr un invité, monsieur Venceslas Ngembit, qui est lui le président de l'association Phoenix Omnisport, qui revient après quelques mois, parce que vous vous souvenez bien, on l'avait réussi ici déjà il y a quelques 3 à 4 mois. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors comment allez-vous? Très bien. Ben, ça se voit, ça se sent. Et bien sûr, ce championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui bat son plein du côté des gymnases d'Olumi et du Prytanée militaire de Libreville. Sur ce plateau également avec moi, et comme d'habitude, Michel Sueyi qui revient fraîchement de Kinshasa où elle a assisté à la rencontre de football entre les Panthères, donc version féminine, et la République démocratique du Congo, une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2016. Michel, c'est ça? Bien sûr, les éliminatoires de la Coupe du Monde Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Et ben voilà, c'était le premier match, donc le match aller opposant la République démocratique du Congo aux Panthères du Gabon version féminine, donc les U-20. Voilà, donc une rencontre qui s'est jouée le week-end dernier du côté de Kinshasa. Et nous en parlerons bien sûr avec Michel de ce qui s'est passé du côté de la République démocratique du Congo. 7 Sports s'est calé, 7 Sports maintenant. Et nous commençons bien sûr avec les tableaux de la 11e journée du National Foot professionnel au Gabon, où bien sûr on jouait pour le compte de la 11e journée. Les tableaux vont s'afficher sur votre écran et bien sûr les résultats de cette 11e journée. On jouait bien sûr Mangasport, AS Pélican, donc AS Pélican qui s'est incliné 0 but contre 2 face à Kanda. L'USB qui a pris le dessus face au stade Migovéen, au stade Gaston Péril, 3 buts à 0. Le CF Mounana et Mangasport ont fait match nul, 2 buts partout. Et le dimanche 17 mai 2015, là au CMS qui s'est incliné 0 but contre 1 face à la formation de Uzo. Le football Canon 105 a pris le dessus, 2 buts à 0 face à l'AS Solidarité. Port-Gentil s'est incliné 1 but contre 2 face à la formation de Ombilandiami. Alors, monsieur Ngembit, même s'il est question aujourd'hui de parler de handball, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes sur notre plateau, mais nous allons faire un détour par le football et parler bien sûr de cette 11e journée du National Foot qui s'est jouée le week-end dernier sur les différents stades du pays. On constate bien sûr que la rencontre phare de cette 11e journée opposait donc la formation du CF Mounana à Mangasport, 2 buts partout. Deux grandes équipes qui, lors de la dernière journée de l'année dernière, avaient donc cette rencontre qui s'était soldée par une victoire écrasante de Mangasport devant le CF Mounana à 5 buts à 0. Là, au cours de cette 11e journée, deux équipes se neutralisent. On peut comprendre que ce sont là deux équipes qui vont jouer les premiers rôles dans ce championnat et que c'est réellement parti pour ce championnat exercice 2014-2015. Ben, c'est tout à fait normal. Ces deux équipes viennent à peine de terminer les compétitions africaines, viennent d'être éliminées en compétition africaine, ce qui fait logiquement qu'elles sont en jambes. Elles sont les mieux préparées effectivement pour jouer ce championnat qui a sa 11e journée. Il est bien entendu clair que le CF Mounana et Manga, le Manga... Et le CF Mounana et Mangasport. Mangasport, on va dire un tout petit peu... c'est un combat fratricide parce que ce sont deux équipes de la même région.
qui se connaissent assez bien et il est fort logique qu'elles puissent arriver à un stade où elles finissent par se neutraliser. Voilà, donc score final de cette rencontre, 2 buts partout entre le CF Mounana et l'AS Manga Sport, c'était du côté du stade Modédan. Mais chez eux, un mot sur cette 11e journée. On constate également que Ombilan Diami, qui est jusqu'à présent à lanterne rouge de ce championnat, s'est tout de même imposé 2 buts à 1 face à Port-Gentil, ce sont d'ailleurs les 2 dernières équipes de ce championnat, mais qu'on assiste à un réveil de Ombilan Diami. Oui, on assiste à un réveil d'Ombilan Diami, vu le sérieux de leur président, parce que ce dernier a toujours tenu ce même discours-là qu'il faut rester au moins, il faut se maintenir dans le championnat, sinon rester au moins au firmament du tableau. Donc, du coup, cette surprise, vous savez, dans la plupart du temps, ce que nous avons relevé dans ce championnat, c'est que beaucoup d'équipes vont lentement, mais sûrement. Vous avez l'exemple de Bitam, qui s'est également réveillé dans ce genre de contexte. Ouais, qui fait son petit bonhomme de voilà. Tranquillement. Par contre, vous aurez beaucoup de surprises, comme Pélican, qui a frappé dernièrement Mounana 4 buts, je crois, hein, 4 buts à 0, si vous vous souvenez du score. Mais oui, en tout cas, c'était la victoire de Pélican face à Mounana. Ça, c'était une surprise. Contre toute attente, on voit une équipe qui marque l'histoire en battant... C'était 4-1. Oui, 4-1, bien sûr, un vice-champion d'Afrique. Donc... il faut dire qu'il y en a qui commencent lentement, d'autres tout de suite font une entrée spectaculaire, mais il y a également des surprises. Alors aujourd'hui, vous voyez, Pélican, par exemple, a chaviré, s'est enfoncé face à Kanda FC. Donc, c'est pour vous dire qu'en ce moment, on ne peut pas... Nous sommes encore qu'à la phase aller et qu'on aura tiré les enseignements de la phase de retour. On ne peut pas encore tout de suite, il n'y a pas encore une visibilité claire et nette de ce championnat. Pour le moment, tout le monde se débat, ce n'est que la phase aller. Je pense que la phase retour sera plus décisive. Voilà. Donc nous allons tout de suite regarder les tableaux au classement général au sortir de cette 11e journée. Donc en tête, on retrouve la formation de Manga Sport avec 24 points, suivi du football Canon 105, 20 points. L'USB vient donc en 3e position avec 19 points. 4e Missile, 18 points. 5e Akanda, 14 points. 6e l'AS Pélican, 14 points. 7e Port-Gentil FC, 12 points. 8e le CF Mounana, 11 points. 9e le Stade Migovéen, 9 points. 10e l'AO CMS, 9 points. 11e Uzo, 8 points. Goal différence, moins 5. 12e l'AS Solidarité, 8 points. 13e, Ombilan Diami, 7 points. Alors, tout le programme de la 12e journée. Alors, on jouera bien sûr mardi 2 juin 2015 et à préciser également à nos chers amis sportifs que si le programme de la 12e journée va jusqu'au mardi 2 juin 2015, on constate qu'il y a 2 semaines d'écart et puis de trêve. Non, c'est pas vraiment la trêve. Nous avons parlé avec un responsable de la LINAF ce matin qui nous disait que les 2 semaines devaient permettre aux équipes ayant des matchs en retard de pouvoir rattraper le calendrier et ensuite continuer la 12e journée donc prévue pour le mardi 2 juin 2015. Et là, on aura bien sûr Uzo qui sera aux prises à OM, Missile FC sera aux prises à Pélican au stade Modédan. Le stade Migovéen va recevoir le football Canon 105 au stade Jean Koumou. Le Port-Gentil FC sera aux prises à Manga Sport au stade Pierre Claver. Là au CMS sera aux prises à l'AS Solidarité au stade Idriss Ngari. Le mercredi 3 juin 2015, le CF Mounana sera aux prises à Kanda. Très belle affiche également de cette 12e journée. Et bien sûr, au classement des buteurs, nous retrouvons en tête Joe, Boussougou Joe de Port-Gentil avec 6 buts, Labako Joe de l'USB 5 réalisations. En 3e position, Ninga Kazmir lui également 5 buts. On a Axel Meyer d'Akanda FC 5 buts. Et en 6e position, Mensa et Lessat de la Solidarité 5 buts. 6e, Zamblé Biyavo du football Canon 105 avec 5 réalisations. Nous allons donc poursuivre cette émission pour parler tout simplement de cette rencontre. Le match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, joué le samedi 16 mai 2015 à Kinshasa. Les Panthères du Gabon des moins de 20 ans version dame ont essuyé une cuisante défaite face à leur homologue de la République démocratique du Congo. Score final 5 buts à 0. On regarde le reportage de Michel Ziohi et nous revenons pour en parler.
Après plusieurs reports du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Papouasie 2016, Gabon-Congo, l'ultime confrontation a finalement eu lieu le 16 mai 2015 au stade Tata Raphaël de Kinshasa, bondé de monde, où les Panthères d'Âme se sont inclinés face aux Léopards de la République démocratique du Congo sur un score de 5-0. Dès l'entame du match, le Gabon sera privé de son libéro Samanjes qui mettait les Léopards en difficulté suite à une blessure prématurée à la tête survenue au cours d'un choc reçu en pleine récupération d'une balle aérienne. Une sortie qui a porté préjudice à la formation car son adversaire a profité de cette absence pour pouvoir s'infiltrer dans son camp et trouver une faille. À la 11e minute, les Léopards donneront d'abord un signal fort avant d'ouvrir le score à la 13e minute par le biais de l'avant-centre Mouadi Kabongo qui mettra par la suite un doublé à la 35e minute et ce donc sur un score de 2-0 que l'arbitre renvoie les deux équipes dans les vestiaires. Lors de la reprise de la mi-temps, les poulains du coach Nancy Mazogo tenteront de relancer les débats en reconstruisant le jeu afin de réduire le score. Malheureusement, l'apprentissage sera difficile pour les Panthères du Gabon qui, manquant d'agressivité et de fraîcheur physique, seront confrontés à une équipe expérimentée qui finira par assiéger la défense gabonaise. C'est ainsi que la Congolaise Mbemba Merveille marquera le 3e but à la 50e minute, suivi de celui d'Ornella Longhi à la 68e minute. Les Panthères dominés de bout en bout vont finir par baisser la garde, déboussolés au vu des résultats. Les Léopards de la République démocratique du Congo finiront donc par tuer le match en marquant le 5e but à la 90e minute. C'est donc sur un score mérité de 5-0 que les Léopards version féminine de la République démocratique du Congo remporteront la victoire à domicile de ce match aller. Le rendez-vous du match retour est donc pris pour le 24 mai prochain au Gabon. Voilà, Michel Zioyi qui revient à 3 de Kinshasa, défaite de l'équipe féminine du Gabon, 5-0 au stade de Tata Raphaël de Kinshasa. Est-ce qu'on ne parlerait pas de niveau surtout parce que quand on regarde un tout petit peu la préparation de l'équipe gabonaise, elle n'a pas été vraiment une préparation qui pouvait permettre à l'équipe gabonaise de faire un résultat positif, surtout en terre étrangère. Écoutez Willy, cette défaite est placée normalement sous le signe de la relance du football féminin du côté évidemment du Gabon. Je dirais même des deux côtés, des deux pays parce qu'il y a un rajeunissement. Ce sont deux nouvelles générations qu'on est en train de mettre sur pied voilà, pour relancer le football féminin. Maintenant, la défaite du Gabon, on la place ici sous le signe de l'inexpérience. Voilà, parce que en fait, cette formation des Léopards du Congo est une équipe expérimentée qui a déjà pris part à 2 Coupes du Monde. Attention. Or, en ce qui concerne le Gabon, c'était la première sortie officielle du Gabon dans le cadre des U20. L'année 2015 ? Oui, d'accord. Alors, oui, pour l'année 2015. Alors, concernant justement cette équipe du Gabon, vous avez, d'accord, des poulains qui ressortent de différentes provinces. Donc, c'est les longs en principe de Tchibanga. Vous savez qu'il y a eu une période de détection à Tchibanga concernant les 9 provinces du Gabon et c'est aux sorties justement... Mais Michel, il ne fallait pas attendre un tout petit peu de pouvoir de rôder les filles parce qu'aux sorties d'une compétition comme celle de Tchibanga oui. et tout de suite enchaîner avec un match international, est-ce que ce n'est pas un peu trop prématuré? Non Willy, j'estime que ce n'est pas prématuré. Justement, c'est un match test. Il faut bien commencer. Test, mais qui va compter parce que en cas de défaite ici à Libreville, ce sera l'élimination pure et simple de l'équipe gabonaise. Bah, écoutez, moi je dis en ce qui concerne la formation gabonaise, c'est une jeune équipe, d'accord, qui relance le football au niveau du Gabon. Et donc, à cet effet, ce groupe-là, d'accord, c'est un groupe qui est confectionné des différents enfants, des différentes filles ressortissantes des 9 provinces. Donc il n'y a pas de cohésion pour l'instant. Il n'y a pas de, pour le moment, d'accord. Chacun ou chacune d'entre elles. Mais Michel, n'était-il pas judicieux de faire jouer un match amical pour jauger les filles, pour essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'elles pouvaient sortir ensemble, mais au lieu d'engager un match... non, vous savez, il y a un calendrier FIFA qu'il faut respecter. Et donc, quand la FIFA dit qu'il y a un match qui est programmé à tel ou tel jour, il faut respecter. Qu'à cela ne tienne, ce match a été reporté 2 ou 3 fois par rapport aux formalités qu'il fallait remplir. Alors,
étant donné que nous étions au dernier virage, donc on ne pouvait plus reporter le match, il fallait absolument que le Gabon aille jouer. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on va retenir de cette débâcle? Ce que nous allons retenir de cette rencontre, c'est tout simplement que le Gabon a procédé à une première sortie par rapport à la République démocratique du Congo qui a 2 Coupes du Monde alignées, c'est-à-dire elle a pris part à 2 Coupes du Monde. C'est la consolation, Michel? Non, les faits sont clairs. Est-ce qu'on peut parler d'excuse? C'est un poids, 2 mesures. Vous avez affaire aux jeunes inexpérimentés, donc la formation gabonaise, qui va pour la première fois au front, d'accord, qui va maintenant se préparer pour Michel, le match retour. On va revenir tout à l'heure. Monsieur Guémit, une équipe gabonaise qui va s'incliner à 0-5 en République démocratique du Congo au sortir d'une compétition organisée sur le plan local, c'est-à-dire à Chibanga il y a quasiment 3 semaines. Est-ce que n'était-il pas un tout petit peu prématuré d'engager cette formation dans les joutes continentales aussi rapide? Alors pour moi, la règle du sport est très claire. On n'engage pas une équipe nationale quand on n'a pas un championnat. Ça, c'est une règle universelle. Nous venons à peine de reprendre les activités footballistiques dans le domaine féminin. Il était anormal que la Fédération gabonaise de football puisse inscrire cette équipe en compétition internationale. En ce qui me concerne, nous n'avons pas respecté les règles de l'art et nous avons été sanctionnés. Ce qu'il faille retenir également, c'est que nous, présidents de fédération, doivent partir d'un principe. L'équipe nationale, qui qu'elle soit cadette, junior, senior, représente un pays. C'est l'image d'un pays et il y a toute une démarche avant d'engager des gens aller devenir des ambassadeurs. En définitive, nous allons conclure que pour l'instant c'est une équipe qui manque d'expérience parce que les joueuses n'ont pas eu le temps de pouvoir se mettre ensemble, de se comprendre, de se connaître et que peut-être que c'est prématuré dans la mesure où nous n'avons pas encore commencé, nous n'avons réellement pas encore commencé des championnats. Nous saluons ici la fédération qui a relancé le football féminin, c'est une très bonne chose, mais effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il aurait été mieux de commencer par des matchs amicaux avant d'inscrire des filles lors d'une compétition internationale, surtout qui compte dans le classement FIFA. Parce que le classement FIFA tient compte de toutes les données, aussi bien des petites catégories que de la catégorie senior. Donc il faut faire attention. Le Gabon perd des points à ce niveau juste parce qu'on veut mettre la charrue avant les bœufs. Michel Jueilly, à quand le match retour? Willy, le match retour aura lieu le 24, donc la semaine prochaine. Mais je voulais quand même revenir sur un détail. Mais pas pour très longtemps, Michel. Non, pas pour très longtemps. Le détail est celui-là, pour revenir à ce que disait le président. Je pense que jusqu'alors, la fédération suit la procédure normale. Il fallait mettre en place un championnat, d'accord, pour pouvoir procéder à une détection, d'accord, dans la transparence dans les 9 provinces du Gabon. Mais non, à partir de là, il fallait, ça c'était dans le cadre de mettre sur pied les différentes équipes, c'est-à-dire la catégorie des UVE, la catégorie des A, on reviendra de manière en fait, je vais conclure en disant que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que dans les normes, le résultat, le score de 5-0 est mérité pour la RDC. Et ce sont elles, normalement, qui devaient fournir ce résultat. On comprend, Michel. Par contre, il y a une indulgence par rapport... Nous sommes pris par le temps. Nous allons poursuivre, Michel, avec le prochain sujet de cette émission. On aura l'occasion, Michel, de revenir sur cette rencontre, surtout du match retour qui est prévu, Michel disait, le 24 mai. Le 24 mai prochain, ici à Libreville, pour parler cette fois-ci du championnat national de France de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Et ces stars ont beau avoir été sacrés champions de France pour la 3e fois d'affilée samedi. Ce sont les jeunes lyonnais qui ont été honorés dimanche au trophée UNP Alexandre Lacazette et Nabil Fekir ayant été élus meilleurs joueurs et meilleurs buteurs. Nous allons d'abord revenir bien sûr sur le sacre de la formation du Paris Saint-Germain avec la déclaration et puis l'ITV accordée à Laurent Blanc, au journaliste français, au sortir de ce 3e sacre d'affilée du Paris Saint-Germain. Vainqueur de Montpellier sur la marque de 2-1 en match comptant pour la 37e journée du championnat de France, le Paris Saint-Germain remporte son 3e titre d'affilée. Une performance hautement saluée par son entraîneur Laurent Blanc. C'est une belle et grande joie, oui. C'est une belle et grande joie d'obtenir ce 3e titre consécutif pour le Paris Saint-Germain, qui a été difficile à obtenir. Même si on fait les comptes ce soir, on a quand même 8 points d'avance sur le second, 11 points d'avance sur le 3e. C'est vrai que
On a été un petit peu dans l'adversité en première partie de saison, pour diverses raisons. Et ce que je trouve un petit peu anormal, c'est que avant de juger tout ça, on aurait pu comprendre certaines circonstances. Pour franchir d'autres paliers, le triple champion de France doit encore progresser à tous les niveaux. Je savais que c'était ce groupe-là qui allait obtenir les titres ou pas, mais qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements au mercato d'hiver, ça je le savais déjà. Et j'ai bien fait parce que les joueurs en 2015 m'ont rendu cette confiance. Il est évident que Paris ne veut pas s'arrêter là, veut encore continuer à progresser, veut encore continuer à s'améliorer avec les joueurs, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le staff, que ce soit les dirigeants. Éliminé 3 fois consécutives au stade des quarts de finale de Ligue des Champions, le triple champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions, rêve de jouer les grands rôles dans le concert des grands clubs d'Europe. Voilà, vous avez reconnu la voix de Mamadou Niang sur le reportage qui vient donc de passer. La formation parisienne Mamadou Niang qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Et là, le Paris Saint-Germain qui, pour la 3e fois d'affilée, est sacré champion de France. Coup de chapeau à Laurent Blanc et à ses joueurs. Mais on va quand même nourrir de regrets, surtout du côté parisien, pour n'avoir pas fait un bon parcours, même si le quart de finale de Champions League est tout de même un niveau assez intéressant. Mais Paris va quand même se tordre un tout petit peu les cheveux pour avoir raté justement la qualification pour les demi-finales. Coup de chapeau pour le PSG pour avoir gagné le championnat pour la 3e année consécutive. Mais comme vous venez de le dire, ça a été très difficile jusqu'au bout parce que quand on a une formation aussi outillée, quand on a un effectif aussi renforcé que celui du Paris Saint-Germain, on ne devrait pas attendre peut-être l'avant-dernière journée du championnat de France pour gagner le titre. Ça montre à suffisance également que le championnat de France est relevé et que toutes les équipes aujourd'hui se valent. Ah, et les équipes se valent parce que seulement le Paris Saint-Germain n'a pas été au niveau. Parce que j'ai dit qu'on ne peut pas avoir un tel effectif et ensuite rester jusqu'à 2 journées de la fin pour gagner le championnat. Le championnat aurait dû être plié peut-être un peu plus tôt, simplement parce que le Paris Saint-Germain a très mal démarré, effectivement, le championnat, et que derrière, il y a eu l'Olympique de Marseille surtout, et Monaco, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais qui ont animé, qui ont surpris tout le monde. Quand on voit peut-être un peu le résultat de l'Olympique de Marseille, qui était en difficulté l'année dernière, animer le championnat jusqu'à terminer en tête à la fin du parcours retour, tout en développant un jeu vraiment qui a été apprécié par tout le monde. Quand on voit l'AS Monaco venir à la 3e place, après avoir perdu des joueurs aussi talentueux que James Rodriguez, que l'autre attaquant qui est allé à Manchester, Falcao, qui est allé à Manchester. Quand on voit l'Olympique lyonnais, qui n'a que des jeunes, pratiquement, qui a compté sur son centre de formation, en principe, le Paris Saint-Germain ne devrait pas attendre l'avant-dernière journée pour s'imposer. Bravo au Paris Saint-Germain pour avoir gagné pour la 3e fois, mais également, on a des regrets parce que l'équipe parisienne devrait quand même pouvoir s'imposer un peu plus tôt. Voilà, donc nous allons poursuivre après, bien sûr, ces analyses de Mamadou Niang et parler, bien sûr, des trophées accordés aux joueurs du championnat de France au sortir de ce championnat. On pourrait peut-être parler de Zlatan Ibrahimovic qui est quasiment passé à côté, qui avait lui écrasé la concurrence lors des 2 précédentes éditions. Lui n'était pas forcément le favori à sa propre succession et n'est donc pas parvenu à faire mieux que le Portugais Pedro Pauleta en 2002 et 2003 et le Belge Eden Hazard en 2011 et 2012. Mais la faute à qui? La faute bien sûr à une saison tronquée par des blessures, dont une longue tatalgie et par sa récente suspension de 3 matchs après sa bordée d'insultes. Mais la faute surtout à Lacazette, auteur de 27 buts et 5 passes décisives contre 19 buts et 16 passes pour le Suédois. Le Français de 23 ans mérite son titre car il est pour beaucoup dans la magnifique renaissance de l'OL qui a longtemps tenu tête au Paris Saint-Germain et a mérité sa qualification directe en Ligue des Champions. Nous allons tout de suite écouter bien sûr Lacazette qui lui a été élu meilleur buteur et meilleur joueur de la saison. L'intervention de Lacazette au sorti bien sûr de la cérémonie des awards qui a été effectuée par les responsables du football français.
À l'aube de la dernière journée, on a quand même une certaine avance sur le second, une certaine avance sur le troisième. Donc effectivement, ça a été assez lent à se décanter, mais on y a toujours cru, on n'a jamais rien lâché et on s'aperçoit que c'est les autres qui ont lâché. Donc satisfaction globale au niveau des joueurs, au niveau collectif. Et puis cette récompense individuelle qui m'est remise cet après-midi, mais qui récompense aussi un collectif, c'est-à-dire mon staff technique au complet, et j'y rajouterai aussi mon staff médical. Voilà, à l'instant, c'était Laurent Blanc qui lui a été élu meilleur entraîneur de la saison au sortir bien sûr de ce championnat de Ligue 1 en France. Était également, a donc bénéficié d'un trophée Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille qui lui a été bien sûr sacré meilleur gardien de la saison. On l'écoute et on se retrouve tout de suite. C'est toujours bien de pouvoir recevoir ce genre de récompense, surtout en plus au poste de gardien de but, parce qu'on sait qu'on évolue dans un collectif mais on a un poste un peu à part. Donc ça récompense le travail de toute une saison, ça récompense la régularité. Et puis oui, ça fait énormément plaisir. Voilà donc, après Steve Mandanda, Lacazette également a été, lui, donc l'attaquant de l'Olympique lyonnais, a été, lui, sacré et on l'a vu, meilleur buteur et meilleur joueur de la saison. Nous allons donc l'écouter également et on se retrouve juste derrière. Je fais partie de cette liste. En plus, je crois que je suis le 6e lyonnais à le remporter, donc c'est une grande fierté. Tout petit, forcément, quand on voit des distinctions comme celle-ci, on a toujours envie de se retrouver, d'être à la place. Donc savoir que déjà les joueurs ont nominé, ça fait plaisir, mais en plus de repartir avec le trophée et qui plus est avec une grande concurrence telle que Pastore, Verratti ou Ibrahimovic, c'est très bien. Voilà, nous allons poursuivre cette émission pour parler bien sûr de la présidence de la Fédération internationale de football association, donc l'élection qui aura lieu le 29 mai prochain. Et là, comment Blatter assure sa réélection à la tête de la FIFA? Parce que, dit-il, les voix des minuscules fédérations nationales ont autant de poids que celles des puissantes pour l'élection présidentielle du 29 mai. L'indéboulonnable septuagénaire Valazin a institué un habile mais sulfureux système de redistribution des bénéfices qui lui garantit le pouvoir. Les contours, nous allons regarder ici Mamadou, les contours du système Blatter, et nous allons peut-être en découdre et en parler surtout avec notre ami Nguembit qui est sur le plateau. Alors la plaquette rouillée fixée à un mur décrépit en atteste. Le 28 septembre 2010, Joseph Blatter a assisté en personne à l'inauguration du tout nouveau centre technique de l'association de football d'Anguilla, minuscule et idyllique territoire des Caraïbes où résident 16 000 personnes. Ce jour-là, le président de la FIFA n'a pas voyagé seul à bord du jet privé loué par l'institution à une société zouglave. Il était accompagné de Jack Warner, son grand ami, président de la CONCACAF, la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, accessoirement vice-président de la FIFA, poussé à la démission 9 mois plus tard à la suite d'une enquête le qualifiant de personnage central dans des affaires de corruption. Sur l'île, les deux pontes étaient attendus par Raymond Guichard, le président de l'association locale, suspendu de ses fonctions un an après cette petite sauterie pour violation de l'éthique dans la perspective de l'élection présidentielle. Un trio reçu avec les honneurs à leur rang, bien sûr. Et les honneurs, Sepp Blatter, le Suisse, le plus puissant du monde, qui ne manque jamais de rappeler que la FIFA rassemble plus de nations que l'Organisation des Nations Unies. Et il adore le dire, je suis le président du plus grand État de la planète. Savoure ce fils d'un ouvrier de l'usine Lonza, multilingue, dont la brillante carrière repose sur un diplôme de commerce. Alors, nous allons assister Monsieur Nguembit à l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football association le 29 mai, prochainement quasiment dans 2 semaines. Et Blatter, lui, il compte également sur les petites fédérations pour pouvoir s'imposer, donc grignoter, grappiller des voix pour pouvoir s'imposer différemment des autres candidats qui peut-être n'accordent pas d'intérêt à ces petites fédérations.
Écoutez, chacun a sa philosophie. Et en ce qui concerne la gestion de la politique générale de football, il faut avouer que peut-être qu'il y a des choses pas très claires dans la démarche de Sepp Blatter, mais il y a un grand manager qui est caché derrière cet homme, qui lui a su comprendre qu'il y a beaucoup plus de petites fédérations que de grandes fédérations dans le monde. Et il y a beaucoup plus de petites nations qui jouent au football que de grandes nations. Et que ce n'est pas les voix des plus grands qui comptent, c'est le plus grand nombre de voix qui comptent. Donc sa démarche est une démarche tout à fait organisée, bien structurée, qui a obéi effectivement à un plan de développement qu'il a mis en place en accompagnant toutes les fédérations à travers le monde, parce qu'il faut avouer, toutes les fédérations à travers le monde sont subventionnées en partie par la FIFA. Bien sûr. Donc, à partir de ce moment, et sachant que c'est lui qui a transformé un tout petit peu l'image du football mondial en faisant de la FIFA, comme la NBA aujourd'hui en basketball, une industrie footballistique, il est clair que l'une des plus juteuses d'ailleurs, il est clair que dans les prochaines semaines, il va être réélu parce que pour l'instant, personne n'est encore prêt à prendre sa place. Amadou, est-ce que vous croyez-vous à une réélection de Blatter à la tête de la FIFA? Mais je crois parce que, personnellement, je suis un fervent supporter de Blatter. Pour nous les Africains, il faut savoir, les petites nations également de foot, il faut savoir que quand on tire un peu le bilan de son arrivée, de sa présence à la FIFA, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait par la création des centres techniques en Afrique. Il y a beaucoup de centres techniques en Afrique, c'est avec Blatter qu'on a pu les avoir, des centres d'entraînement qu'on a pu les avoir. Il y a aussi beaucoup de sièges, des sièges de fédération qui ont été construits par la FIFA. Je pense qu'on ne fait pas la campagne de Blatter. Non, je parle de son bilan, de ce qu'il a pu faire. Et ensuite, par rapport également à la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique, il a eu pratiquement à poser tout son poids pour que l'Afrique organise cette Coupe du Monde. Quand on sait un peu qu'on se rappelle de l'Afrique du Sud et de l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2006, c'était pratiquement 13 voix. En principe, si la procédure était normale, l'Afrique du Sud aurait organisé la Coupe du Monde 2006. Mais c'est au dernier moment, par des jeux de couloir, que la Coupe du Monde est revenue à l'Allemagne. Par la suite, ils ont dit... Mamadou Niang, nous avons également écouté Didier Deschamps, qui lui avait lancé le tour de la Fédération française de football. Et nous avons écouté donc Didier Deschamps, qui lui également parle de cette candidature de Joseph Blatter. Et on revient sur ce plateau pour en parler. Je pense que tout est possible dans le football. Si M. Blatter se représente, c'est qu'il estime qu'il est apte à continuer et à briller un nouveau mandat. Après, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a de nombreuses années qu'il est à la tête de la FIFA. Comme l'a dit le président Le Gret, il y a un vote. Donc il y aura forcément un élu et je suivrai ça dans les 15 prochains jours. Voilà, Didier Deschamps qui, lui, n'est pas contre la candidature de Blatter. Autre personnalité à réagir par rapport à la candidature de Joseph Blatter, c'est M. Noël Le Gret, le président de la Fédération française de football. C'est un vote mondial. Toutes les fédérations vont s'exprimer. Blatter est candidat. Il y en a sûrement d'autres. On verra bien. Le vote se fera dans une quinzaine de jours. Il a décidé de se présenter, il a fait quand même des bonnes choses. Je pense qu'il ne faut pas non plus être anti-Blatter parce qu'il a 79 ans. On vient d'obtenir la Coupe du Monde des filles en 2019, on le doit à la FIFA. Donc je ferai de toute façon en sorte de respecter sa candidature. Alors, monsieur Noël Le Gret qui rejoint un tout petit peu les paroles de Mamadou, et qui disait tout à l'heure, on ne va pas être anti-Blatter parce qu'il a 74 ans, donc il mérite, il a posé des actes aujourd'hui qui font en sorte qu'il puisse s'attirer, mais vraiment, la sympathie des grands dirigeants du football, que sont d'ailleurs, on vient de le voir, Noël Le Gret de la Fédération française de football, Didier Deschamps, coach de l'équipe nationale de football française. Nous allons poursuivre cette émission pour parler cette fois-ci, Mamadou, de l'actualité de la semaine et bien sûr de la finale de la Champions League 2015. Elle se jouera finalement le 6 juin prochain entre la Juventus de Turin et le Barça.
Le Barça qui a donc réussi à éliminer la formation du Bayern de Munich. Mamadou, une victoire malgré tout du Barça, mais, du Bayern, mais qui ne l'a pas permis de se qualifier, d'autant plus que la formation du Barça a réussi à marquer 2 buts en Allemagne, ce que l'on redoutait tant. Ben, victoire méritée du Barça, même si le Bayern a gagné au match retour. On s'attendait quand même à un 6 de du Bayern, mais on savait également qu'avec un retard de 3 buts face à une équipe du Barça qui pratiquement a cette année l'une des meilleures défenses en Europe, il était pratiquement impossible, impossible en guillemets, pour voir le Bayern de Munich également qui manquait quelques éléments pour revenir à la hauteur du Barça et se qualifier. Et on a vu sur le match également, ils ont ouvert la marque très tôt, à la 6e, 7e minute comme ça. Et il a suffi 2 accélérations pour que le Barça égalise et reprenne la marque. On va d'ailleurs regarder, Mamadou, sans pour autant vous interrompre. Nous allons regarder le premier but de la formation du Bayern. Il a été inscrit à la 7e minute par Benatia, le centre d'Alonso. Et dès la 7e minute, la formation du Bayern de Munich qui prend l'avantage. Et là, elle se met à penser que, bien sûr, la qualification est possible grâce, bien sûr, à Benatia qui indique le chemin à suivre et qui permet à la formation du Bayern de mener sur ce corner. Donc la tête, la reprise, elle est imparable. 1-0. Et derrière, la formation du Barça va donc réagir comme elle sait le faire grâce à Neymar à la 15e minute et cette combinaison avec Suarez. Et derrière, le petit centre en retrait, la reprise de Neymar pour remettre les pendules à l'heure. 1 but partout. On jouait la 15e minute. Derrière, la formation du Barça va prendre l'avantage. Une nouvelle fois à la 29e minute grâce à Neymar sur un départ en solitaire de Suarez. Le centre en retrait, le contrôle à poitrine et derrière la reprise instantanée à 2-1. Les carottes commençaient à être difficiles à cuire pour la formation du Bayern de Munich qui va tout de même revenir à la 59e minute grâce à Lewandowski qui va donc marquer ce but pour permettre à la formation du Bayern de revenir dans un premier temps au score sur ce magnifique ballon. Le contrôle, il est parfait. Le petit geste technique devant les défenseurs barcelonais. La frappe de l'intérieur du pied droit pour battre le portier du Barça. Donc 2 buts partout. Et à la 74e minute, le Bayern qui va donc prendre l'avantage par Müller, qui marque bien sûr au 3e but sur cette remise de Schweinsteiger sur Müller qui permet donc à la formation du Bayern de mener au score 3 buts contre 2, mais c'est insuffisant. Mamadou, c'était 3-0 au retour. On craignait vraiment la réplique ou la réaction des joueurs du Barça. Et là, une nouvelle fois, Messi, Neymar et Suarez ont encore fait parler la poudre. Il faut dire que cette année, le Barça est une équipe fantastique à tous les niveaux. Ils ont changé d'entraîneur, mais quand Guardiola partait déjà, tout le monde se posait la question de savoir que va devenir le Barça. Alors, dire que le Barça, c'est une institution, c'est un peu comme le Real, c'est un peu comme la Juventus et tout ça. Sur le plan du jeu, le nouvel entraîneur a apporté sa touche. On a vu que le Barça prenait beaucoup de buts sur les balles arrêtées. Cette année, ils ont eu pris rarement des buts sur les balles arrêtées, donc ils ont rectifié à ce niveau. Sur le plan défensif, c'est une équipe qui se découvrait très facilement sur le plan défensif, qui encaissait beaucoup de buts. Cette année, on a vu qu'elle fait partie de l'une des meilleures défenses d'Europe. Et sur le plan du jeu aussi, il a mis de côté le tiki-taka dont on connaît. Il avait toujours 30-40 passes avant d'arriver au but. Cette année, avec les 3 attaquants devant, le Barça a prouvé également qu'ils peuvent produire un autre jeu, ça veut dire des attaques rapides, passer des attaques placées à des attaques rapides. On a vu ça avec le Barça. Et avec l'efficacité des 3 attaquants, je dis que le Barça, cette année, a survolé pratiquement le football européen. Et là donc la deuxième demi-finale, le retour opposé la formation du Real de Madrid à celle de la Juventus de Turin. À l'aller, la formation turinoise s'était imposée sur le score de 2-1 grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Il suffisait à la formation du Real de s'imposer 1-0 seulement pour pouvoir se qualifier, mais malheureusement ce jour-là, l'équipe de la Juventus est revenue au score après l'ouverture du score par Cristiano Ronaldo sur penalty, qu'on regarde ici en 3D. Cristiano Ronaldo qui permet à la formation du Real de mener au score dès la 23e minute. Mais derrière, il y a l'égalisation qui va donc survenir à 57e minute grâce une nouvelle fois à Morata qui avait déjà marqué lors du match aller à Turin. Score final, 1 but partout. Monsieur Nguembit, une formation de la Juventus qui se qualifie contre toute attente. Et d'ailleurs, même lors des tirages au sort, des poules et autres, on ne vendait pas très cher la peau de la Juventus. Mais là aujourd'hui, elle se retrouve en finale et élimine au passage le tenant du titre, le Real de Madrid. C'est une
performance et cela prouve à suffisance que le football italien est en pleine résurrection. Ben, écoutez, pour moi qui suis un amoureux du football, je ne pourrais pas dire que c'est une surprise. Il est clair qu'il faut avoir fait simplement l'observation des 2 dernières saisons. La Juventus, pendant 2 saisons, a marché sur le football italien. Mais quand je dis marcher, c'est vraiment marcher. L'année dernière, je pense qu'à 8 journées de la fin du championnat, ils avaient déjà remporté le championnat. Donc ils ont eu largement... Sur le plan local, parce sur le plan local. On part d'abord des compétitions locales avant d'arriver aux compétitions internationales. Une équipe qui se dégage assez rapidement de la pression du championnat se prépare plus facilement pour pouvoir aborder les compétitions internationales. Et cette année encore, ce fut la même chose. Ils ont été sacrés champions d'Italie assez tôt, il faut dire. Donc un peu avant ce match contre le Real. Donc ils étaient libérés au niveau de la pression, de leur pression et surtout au niveau des aspérités sportives. Ils sont venus, ils se sont dit, c'est 2 matchs que nous avons à jouer, 2 matchs que nous devons jouer à fond. Quel que soit le résultat, peu importe, nous devons les jouer. Le Real est encore en course pour le championnat du côté de l'Espagne. Il est clair qu'on ne se retrouve pas avec, sur le plan psychologique, le même état d'esprit. C'est une Juventus qui a profité, mais vraiment... C'est une Juventus qui n'a fait que rendre justice à la loi du sport. La loi du sport, celui qui a le mieux géré sa saison finit par gagner. Le sport est une course de fond et non une course de vitesse. Voilà un tout petit peu. Et au finish, la formation de la Juventus qui s'est qualifiée donc pour la finale. Et cette finale qu'elle va donc disputer le 6 juin prochain face à la formation du Barça. Et là encore, cela va être une autre paire de manches. Nous allons poursuivre et parler cette fois-ci, M. Nguemit. On arrive finalement au handball. La raison pour laquelle vous êtes ici sur ce plateau pour parler déjà de la super coupe de handball, que ce soit côté masculin ou féminin. Les rencontres se sont jouées la semaine dernière du côté du Prytanée militaire de Libreville. Nous allons regarder le résumé de ces 2 rencontres comptant pour la super coupe de handball dénommée Babacar Fall et on se retrouve juste derrière pour en parler. Le club africain de Tunis a battu l'Espérance. Le club africain est vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 2014, alors que son rival du même pays est lauréat de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Le club africain de Tunis, grâce à sa victoire à Libreville, est automatiquement qualifié pour le prochain mondial de handball des clubs, le Super Globe, qui se disputera au Qatar. En version féminine, le Primeiro d'Agosto d'Angola s'est imposé face au Petro Atlético 32-28, un autre club angolais. A noter que c'est pour la première fois que le Gabon accueille des rencontres d'un tel niveau, à la satisfaction du ministre des Sports de ce pays et du président de la Confédération africaine de handball. Nous avons eu du beau spectacle, aussi bien pour les équipes féminines que masculines. Nous avons eu du beau spectacle et je pense que l'Afrique a démontré une fois de plus sa capacité à pouvoir maîtriser les compétitions. Je pense qu'on vient de donner le top de cette rencontre de jeunesse africaine. Le handball vient de montrer, n'est-ce pas, qu'on peut rassembler de façon très positive la jeunesse africaine autour du ballon. Je pense qu'on se doit de féliciter ceux qui ont fait le sacrifice pour effectuer le déplacement du Gabon. Et moi, je voudrais personnellement leur dire merci pour le spectacle qu'ils nous ont offert ce soir. Ce vendredi, s'est ouvert dans la capitale gabonaise les rencontres de la 31e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball. Les matchs se joueront dans les gymnases de Lomé et du Prytanée militaire dans le 5e arrondissement de Libreville. Voilà donc après cette finale surtout côté masculin, nous allons tout de suite écouter la réaction du coach de l'équipe du club africain de Tunis au sortir de cette victoire en super coupe de handball. Oui, certainement avec le public tunisien, mais je crois qu'on a maîtrisé le match, à part les 5 premières minutes où on est derrière, après on est tout le temps devant. On l'avait très bien préparé, je crois que le club africain est très fier d'être champion d'Afrique. C'était un titre très important pour nous. Donc voilà, un grand bravo à l'ensemble des joueurs. Voilà, c'était donc le coach du club africain de Tunis qui est sorti donc vainqueur de la Super Coupe de handball 2015. Et juste après, bien sûr, il y a eu le coup d'envoi de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball. Et là, cela se produit du côté du gymnase du Prytanée militaire de Libreville. On regarde ce reportage également et on se retrouve juste derrière.
Le ministre gabonais des Sports et le président de la Confédération africaine de handball étaient une nouvelle fois à l'honneur hier au gymnase du Prytanée militaire de Libreville pour donner le coup d'envoi de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball. Pour le patron du sport au Gabon, c'est un plaisir incommensurable que de voir le Gabon abriter cette compétition. Le numéro 1 du handball africain, quant à lui, a rendu un hommage à toutes les délégations qui ont effectué le déplacement de la capitale gabonaise. En ce qui concerne la répartition des équipes, elle est établie comme suit. Chez les dames, le groupe A comprend Progresso d'Angola, le TRC du Cameroun, Abosport du Congo, Héritage de la République démocratique du Congo et Phoenix du Gabon, alors que dans le groupe B seront prises FAP du Cameroun, Primero d'Agosto d'Angola, l'Étoile du Congo, ASC de Celtic du Sénégal et l'Africa Sport d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Chez les hommes, la poule A comprend Al-Ali d'Égypte, le club africain de Tunis de Tunisie, la jeunesse sportive de Kinshasa de la République démocratique du Congo, France du Cameroun, Interclub du Congo et le Stade Bandji du Gabon, tandis que dans le groupe B, on retrouve l'Espérance de Tunis, détentrice du trophée, les forces armées et de police du Cameroun, Scorpion de la République démocratique du Congo, RC Flower du Bénin, les Diables Noirs du Congo et la jeunesse sportive de Mouila, JSM du Gabon. Voilà donc pour le coup d'envoi de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball qui a donc démarré la semaine dernière du côté du Prytanée militaire de Libreville. Un coup d'envoi qui a été donné par le ministre des Sports du Gabon, Blaise Lembe, mais également à côté de lui du président de la Confédération africaine de handball, M. Mansourou Aremou. Nous allons d'ailleurs regarder les images d'une rencontre de cette journée inaugurale entre le Flower du Bénin et la JSM, victoire du Flower du Bénin 33-25, un score qui, par rapport bien sûr à la physionomie de la rencontre, les Gabonais seraient bien sûr sortis victorieux, mais c'est une équipe gabonaise qui a fait montre de beaucoup de maladresse. On va également écouter au sortir de cette rencontre Angèle Assélé, qui elle est une ex-internationale gabonaise en ce qui concerne le handball. Elle nous donne son impression ici par rapport à la compétition. C'est un grand honneur. D'abord, ce n'est pas la première fois, parce que je crois que je ne sais plus quelle édition c'était. Il y a quelques années, nous avons abrité aussi la même compétition. Donc c'est toujours un honneur, un plaisir. C'est déjà un grand honneur de recevoir toutes ces délégations. Et c'est un plaisir pour nous, une personne comme moi, ancienne handballeuse internationale, de revivre ces moments-là, parce que c'est toujours une joie de retrouver les autres, les anciens, et de voir aussi que le handball n'a pas perdu de sa prestance, de sa valeur, et que les enjeux sont toujours là. Et en tout cas, c'est une très belle compétition qui a bien commencé, et on espère que les choses, il n'y a pas de raison, les choses vont aller dans ce sens. Voilà, M. Ngembit, on va parler de handball cette fois-ci. L'équipe de Phoenix engagée dans cette compétition a un tout petit peu de résultats, peut-être pendant des mais 2 défaites déjà. Est-ce que cela correspond avec vos objectifs de l'année? Parce qu'on se souvient, il y a quelques mois, vous étiez ici sur ce plateau et vous disiez que, bon, pour l'instant, en ce qui concerne l'équipe de Phoenix ou encore de cette association, surtout en handball, qu'il était question de préparation et que les compétitions continentales qui s'approchaient n'étaient pas vraiment dans vos objectifs. Écoutez, les objectifs sont clairs. Nous avons des objectifs modestes. Nous avions dit la dernière fois que nous étions en pleine reconstruction. Et cette reconstruction a amené effectivement les résultats que vous pouvez observer. Mais en ce qui concerne la compétition, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que le Gabon n'a pas à rougir pour la simple et bonne raison qu'il est fort probable que les 2 équipes masculines gabonaises
chez les hommes puisse effectivement se qualifier pour les quarts de finale, ce qui est le plus important déjà, passer le second tour, et que l'équipe féminine, si elle gagne demain, passe le prochain tour. Donc en réalité, tout va se jouer en quart de finale. Nous avons perdu, c'est vrai, mais le plus important, c'est l'objectif qui est de passer au quart de finale. Et à partir de ce moment, c'est un match, une victoire, une qualification. Et en ce qui concerne la compétition, on sait que là, vous êtes à 2 défaites déjà. Est-ce que, en cas de victoire lors de votre troisième rencontre, l'équipe de Phoenix peut espérer se qualifier pour le second tour? Oui, ce sera une qualification immédiate, pour la simple et bonne raison que notre adversaire immédiat, parce que le problème, en fait, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Chez les femmes, il y a 5 équipes par poule. Ce sont les 4 premiers qui sont qualifiés immédiatement au niveau des quarts de finale. Alors, notre adversaire de demain a déjà 3 défaites. Si elle perd demain, ça lui fera 4 défaites et donc ça fera en sorte qu'elle soit forcément dernière de la poule. Et nous, même si nous perdons le dernier match, nous serons ou 3e ou 4e. Donc qualifiés pour les quarts de finale. Donc, à partir de ce moment, les calculs... En pensant bien sûr ou en espérant que le TKC s'incline. Le TKC va s'incliner, ça je peux vous... C'est une certitude? C'est une certitude. Vous avez le secret des victoires et des défaites? Nous avons le secret des victoires et des défaites pour la simple et bonne raison que si vous avez constaté le petit déclic qu'il y a eu entre le premier match et le deuxième match, au départ les filles étaient crispées, c'était pour certaines la découverte de la compétition internationale puisqu'on parle de reconstruction. Au deuxième match, elles ont dominé toute la rencontre du début à la fin, mais là l'inexpérience a joué à la fin puisqu'elles perdent... on va dire, sur la ligne d'arrivée d'un but. Demain, nous jouons contre une équipe qui est inférieure aux 2 premières équipes, c'est-à-dire l'équipe angolaise et l'équipe d'Abo Sport, qui étaient quand même les 2 gros de notre poule. Et demain, nous allons jouer effectivement contre 2 équipes, enfin, les 2 prochains jours, nous allons jouer contre 2 équipes qui sont, on va dire, ou à notre niveau ou légèrement en dessous de notre niveau. Nous sommes dans notre pays et le seul objectif qui nous est fixé maintenant, c'est effectivement de gagner ces 2 rencontres pour pouvoir au moins chercher la 3e place. Et on constate bien sûr que dans cette compétition, les équipes gabonaises se comportent très mal. Qu'est-ce qui explique ces contre-performances ou encore ces résultats catastrophiques? Même si on sait qu'à un moment donné, les équipes comme Phoenix sont inclinées sur le fil du rasoir d'un but. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ces formations gabonaises n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu dans cette compétition? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les Gabonais de Stade ont perdu de 2 buts contre le champion d'Afrique, la Super Coupe d'Afrique, en ayant dominé tout le match. Ça se joue sur des petits détails, un détail d'ordre technique qui a fait en sorte que Stade Manji perde. GSM, à la première rencontre, a manqué de cohésion, effectivement, ça peut se comprendre. C'était également pour cette équipe de Mouila, parce que c'est une équipe de l'intérieur du pays. La première compétition internationale, ils ont un tout petit peu surévalué la compétition et ils se sont fait rapidement prendre de vitesse. Mais lors de leur deuxième rencontre, ils ont démontré qu'ils avaient des joueurs de forte valeur ajoutée, ce qui augure une bonne chose pour les équipes nationales du Gabon. Alors, pour la suite de la compétition, qu'est-ce que vous réservez au public gabonais qui vient très nombreux dans les gymnases? Écoutez, déjà, ce qui est sûr, et je peux mettre ma main au feu dès aujourd'hui, les 3 équipes gabonaises iront en quart de finale. Ça, c'est une évidence. Maintenant, à partir des quarts de finale, je pense que tout se joue sur une rencontre. Et ce n'est pas M. Manu Nyang qui a dû voir toutes ces rencontres qui peut me démentir. On va demander aux joueurs de sortir leur triple et effectivement de tout faire pour arriver en demi-finale pour que notre classement au niveau de la compétition soit au minimum la 4e place sur les 10 ou 15 équipes qui sont présentes. Oui, mais Madou, en venant ici avec une question à vous poser qui est certainement très... Moi, je constate un peu la lecture que j'ai faite de la première partie de la compétition, c'est qu'il y a toujours le Maghreb qui domine l'handball africain, la Tunisie, ça se tourne autour de la Tunisie surtout, et ensuite l'Angola. Et que les autres pays sont là pour chercher les 2e ou les 3e places. Mais qu'est-ce qui fait que le Gabon ne cherche pas tout de suite les places de demi-finalistes ou bien de finalistes? Quand on organise quand même, on doit se préparer en vue de cette compétition pour être finaliste ou demi-finaliste. On n'organise pas pour s'arrêter uniquement, pour se qualifier uniquement en quart de finale. Non, le Gabon, en ce qui concerne les équipes masculines, je pense qu'elle vise au moins les demi-finales. Hein. En ce qui concerne l'équipe féminine de Phoenix, que je représente ici, nous avons un objectif également, c'est les demi-finales. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de niveau? Les choses sont très simples. Les autres, ils en ont fait leur métier. Ils s'entraînent le matin, ils s'entraînent le soir. Nous sommes encore des amateurs, nous le faisons quand nous avons du temps.
nos athlètes s'entraînent 3 à 4 fois par semaine. Les athlètes des autres s'entraînent 7 jours sur 7 et jouent 7 jours sur 7. Ils ont plus de matchs dans les jambes. Il est tout à fait normal qu'ils arrivent à dominer. Mais si vous regardez un tout petit peu sur le plan technique, le problème du Gabon aujourd'hui, ce n'est pas un problème de qualité. C'est un problème de justesse, de concentration et surtout de match dans les jambes. Dès l'instant où nous allons rentrer, je pense à partir du 10 juin prochain, dans 2 disciplines en matière de basket et en matière de handball, nous allons rentrer dans ce que nous allons appeler la semi-pro. Nous allons amorcer une nouvelle démarche qui va conduire le Gabon à forcément gravir une nouvelle marche qui fera en sorte que dans le temps, moi je vais dire dans les 3 prochaines années, le Gabon en handball déjà, grâce au travail qui est sorti du pôle cadet, va pouvoir se hisser parmi les 3 premiers d'Afrique. En matière de basket, on va également observer un léger mieux dans ce qui va être produit, pour la simple et bonne raison que nous aurons des joueurs qui seront payés pour pouvoir faire du sport. Et donc, ils ne feront que du sport et le sport deviendra leur métier. Donc, ils n'auront plus droit de pouvoir dire « nous le faisons juste par passion ». Aujourd'hui, ce sera « nous le faisons parce que c'est notre métier ». Les Maghrébins, c'est leur métier, c'est leur job. Ils se lèvent, ils pensent, ils mangent, ils boivent le handball, le basket. Et à quand nous, à notre niveau, le Gabon ou encore l'Afrique noire, comme vous parlez du Maghreb, à quand notre responsabilité et cette envie de faire les choses en professionnel? Je pense que le chef de l'État a eu l'occasion au mois de septembre dernier de donner des instructions au ministère de la Jeunesse et des Sports afin que nous puissions amorcer la démarche vers le professionnalisme de toutes les autres disciplines. Au football, nous avons commencé. Je pense que vous percevez déjà la qualité du jeu de notre équipe de football nationale. Même si elle a été éliminée au premier tour. Même si elle a été éliminée, on va dire, sur des petits détails. Hein, mais quand on dit on n'a pas construit Rome en une journée, dans les autres disciplines, ça va également être la même démarche. Ce qui est avantageux au niveau du handball, c'est qu'il y a eu une politique de formation qui a été mise en place et cette politique de formation fait en sorte que nous ayons plus d'une trentaine d'athlètes de haut niveau aujourd'hui dans les plus grands clubs du monde. Voilà. Monsieur Guébit, on passerait peut-être encore un mois à parler de handball, surtout quand il s'agit de parler de Phoenix, de l'association Omnisport Phoenix, qui est engagée dans cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de foot, le vainqueur de Coupe de handball. Voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Nous allons tout simplement dire merci à Monsieur Guébit, merci et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Mamadou Niang du service des sports de Canal 7. Merci Mamadou. Merci Willy. On se retrouve lundi prochain, même plateau, même heure. Même fréquence. Pour parler bien sûr de sport dans l'émission 7 Sport. Et n'oubliez pas de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Canal 7 Sport pour nous donner vos avis, nous faire des suggestions et également faire des commentaires sur l'émission. 7 Sport, c'est terminé. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.